Confucius, commençons par là, c'est pas un mot chinois. C'est la latinisation, créée par les missionnaires jésuites au XVIIe siècle de l'expression chinoise Kongfuzi, qui littéralement veut dire le maître accompli, Fuzi, qui s'appelait Kong. Mais si les jésuites ont traduit Confucius, c'est pas tellement parce qu'ils s'intéressaient à ses idées, mais plutôt qu'ils y recherchaient des traces des leurs pour pouvoir plus facilement convaincre les Chinois. L'un des premiers à s'intéresser à Confucius en Europe, c'était Voltaire. Dans son bureau de Ferney, il avait un portrait de Confucius sur lequel il avait ajouté un quatrain. De la seule raison, salutaire interprète, sans éblouir le monde, en éclairant les esprits, il ne parla qu'en sage et jamais en prophète. Et pourtant on le crut, et même en son pays. Qui était donc ce personnage dont le destin se confond avec celui de la Chine? Étiamble disait de lui « moins saint que Louis IX, qui perd sa croisade, moins retors que Louis XI, qui gagne la Bourgogne. Il y a du Socrate en lui, et du Montaigne, en moins dialecticien que le premier, en moins psychologue que le second. » Montaigne, l'humaniste, aurait certainement aimé l'avoir pour ami. Quant à Socrate, son quasi-contemporain, il partageait avec Confucius un autre point commun. Ce sont, eux deux, les derniers orateurs de la philosophie. L'un et l'autre vivent à cette époque charnière où, en Grèce, comme en Chine, comme le dit François Julien, la sagesse jaillissait encore de la fraîcheur de l'entretien et ne naissait pas encore couchée dans les livres. Leur intérêt est du même ordre, la conduite et l'expérience morale, car de même que Confucius se tient prudemment à l'écart des spéculations cosmologiques ou religieuses, Socrate est celui qui, selon la formule de Cicéron, va tirer la philosophie de la recherche des secrets cachés de la nature pour l'appliquer aux devoirs humains de la vie commune. Mais, avant d'entrer dans l'œuvre de Confucius, distinguons 3 niveaux. Confucius lui-même, il a consacré sa vie à former un groupe de disciples à l'art de gouverner un pays, ainsi qu'à celui de se gouverner soi-même, dans l'esprit des rites et dans le sens de l'humain. Ce n'est pas un créateur. Il n'a fondé ni religion, ni système philosophique. Il disait lui-même « Je n'invente rien, je transmets ». Professeur de vie, plutôt que penseur d'idées, son enseignement se déploie sur un double mouvement, selon le principe du yin-yang. Vers l'intérieur, un penchant tenace pour l'amélioration individuelle. Vers l'extérieur, l'établissement autour de soi, par l'exemple, d'un climat visant à diminuer le niveau d'agressivité dans les rapports entre les gens. Deuxième niveau, les Confucéens. Les Confucéens sont d'abord les disciples, puis ceux que les disciples vont former à leur tour. Et au fil du temps, quand l'enseignement de Confucius sera assimilé à l'éducation lettrée, ce sera tous ceux qui ont décidé de faire de cette voie la base de leur action personnelle. Et notamment en s'opposant à toute forme de brutalité, d'où qu'elle vienne, et particulièrement lorsqu'elle vient du pouvoir, quitte à risquer leur vie pour cela. Il y en a eu à toutes les époques en Chine. Et récemment, le plus connu de ces Confucéens courageux est cette frêle silhouette anonyme qui, un jour de juin 1989, s'est dressée avenue Chang'an, à Pékin, devant une colonne de chars. Troisième niveau, le confucianisme. Confucianisme, c'est l'application au niveau politique des principes de bonne gouvernance enseignés par Confucius.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.